est temps à présent de retrouver William Cromwell ainsi que nos invités pour ce débat sur le rôle des Outre-mer. Alors avec nous sur ce plateau, France Zobda, productrice et comédienne, Sophie Panonac, vous êtes députée de Gironde, membre du Conseil national de la mer et du littoral. À vos côtés, Mansour Kamardine, député de Mayotte. Et avec nous également Olivier Archambault, géographe, président de la Société des explorateurs. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, à quoi servent les Outre-mer, les 2,5 millions de téléspectateurs et d'habitants de la Réunion, de Mayotte, de la Nouvelle-Calédonie, de Wallis-et-Futuna ou de Saint-Pierre-et-Miquelon? Vous répondrez du tac au tac. Eh bien, à quoi sert la Savoie? Justement, pourquoi l'appartenance de ces territoires à la France est-elle si souvent remise en cause? Pourquoi leurs contributions à l'ensemble national sont-elles si mal connues? Voilà les principales questions que nous poserons à nos invités. Voilà, et on va tenter donc d'y répondre ensemble durant ce débat. D'abord, pour mieux comprendre le sujet, l'enjeu du débat, je vous propose de regarder ce décryptage signé Edilia Eugène Mormin. Eh bien oui, les Outre-mer coûtent cher. En 2015, l'État a dépensé plus de 5 300 € par habitant Outre-mer, contre environ 3 600 € dans l'Hexagone. C'est presque le double et c'est sans compter les avantages fiscaux. Avec les défiscalisations immobilières, les réductions de 30 à 40% sur les impôts et autres avantages, le manque à gagner pour l'État serait de 1 458 € par habitant Outre-mer contre 1 238 € dans l'Hexagone. La réalité sur le terrain, c'est ça. Je paye un plein 95 € par semaine. La liste des carences est longue sur ces territoires excentrés et quand une catastrophe naturelle vient s'ajouter au tableau, c'est l'hécatombe. C'est fini, c'est plus c'est mort. L'ouragan Irma a coûté 500 millions € à l'État. L'ardoise s'alourdit, alors sincèrement, la question se pose, pourquoi la France tient tant à ses outre-mer? Eh bien... Et la richesse n'est pas que culturelle. L'Hexagone tout seul serait à la 60e position au classement des puissances maritimes entre la Malaisie et Nauru. Ces territoires périphériques la propulsent à la 2e place juste après les États-Unis. 11 millions de kilomètres carrés de zones économiques exclusives. En clair, c'est le 2e plus grand vivier de ressources énergétiques marines au monde. C'est l'énergie de demain. Mais pour l'heure, cette puissance confère par exemple à la France une place de choix à la table des négociations sur le climat. Car avec les Outre-mer, la France est l'un des premiers pays concernés, à la fois acteurs et victimes du réchauffement climatique. Les sargasses nous agacent, menacent notre vie. Arrivé quasiment jusqu'ici, on a perdu 40 mètres de plage là. Des territoires à préserver car chacun offre un atout majeur au pays. Sans la Polynésie française, pas de nucléaire. Pendant 30 ans, l'archipel a servi de base pour les essais aériens et terrestres de la France. Il en subit encore les conséquences sanitaires aujourd'hui. La Guyane, son nord et sa base spatiale apportent en plus à la France une présence sur le continent américain. La petite dernière, Mayotte, offre au pays une position militaire stratégique sur tout le canal du Mozambique. Et le jackpot, c'est la Nouvelle-Calédonie. 7e producteur mondial de nickel, 3e plus grand vivier d'espèces endémiques au monde, véritable paradis pour les scientifiques. 80% de la biodiversité de France se trouve outre-mer, et oui, tout cela ne pouvait pas être gratuit. À quoi servent les Outre-mer? France Zobda, vous qui êtes martiniquaise, ça vous énerve ce genre de questions? Forcément, parce qu'on a l'impression que tout est dans un seul sens. C'est unilatéral, mais c'est un échange. Nous avons effectivement la chance d'avoir des territoires et des départements d'outre-mer qui sont tellement différents, qui permettent aussi d'avoir des décors naturels pour des films,
des séries, des fictions. Et les Américains sont friands de ça, ont envie de venir tourner chez nous. Et nous qui avons ça, nous ne nous en servons pas suffisamment. Oui, je rappelle que vous êtes productrice. Hein. Absolument. C'est pour ça que vous parlez c'est pour ça que je rentre directement dans le sujet. De tournage. D'ailleurs, quand vous devez vendre, en tout cas un lieu de tournage, est-ce que dire que c'est un territoire français, c'est quelque chose qui va vous aider, va vous desservir ou... C'est très compliqué. Il y a toujours une complexité, une ambiguïté, parce que nous sommes effectivement territoire et département d'outre-mer, mais on oublie effectivement que la France est dans cette continuité territoriale, que la France a ça aussi, cette richesse. Donc, de temps en temps, ça sert parce que quand vous vendez justement ce rêve, ces cultures et légendes, ces endroits qui sont magiques avec des imaginaires différents, ça peut aider, mais de temps en temps, ça dessert parce qu'on vous dit, mais est-ce que le public est prêt pour ça? Est-ce que le public a envie de regarder des territoires et des départements d'outre-mer, des histoires d'outre-mer, des héros, des modèles? Et finalement, j'ai l'impression que c'est une page de l'histoire qu'on a tournée ou qu'on a déchirée. On fait partie de la France, donc on doit être présent et on doit être des modèles, on doit être représenté, une représentativité pour les jeunes, pour les gens qui ont envie de se voir et s'identifier. On doit s'identifier à tout le monde et je pense que l'image doit être justement au reflet de la société dans laquelle nous vivons. Et Mansour Kamardine, vous, est-ce que vous êtes obligé de légitimer l'appartenance de Mayotte à la France à chaque argumentation? Sans doute. Mais si vous permettez, je voudrais aussi réagir à cette question qui nous rassemble ce soir ici. À quoi sert l'outre-mer? Est-ce qu'on se pose la question, à quoi sert la Savoie? À quoi sert les Alpes-Maritimes? Le bassin d'Arcachon? À quoi sert? Je crois que c'est une question qui finalement montre que cette appartenance à une même communauté de destin, à une même histoire, à une même nation, elle n'est pas lue de la même manière selon le côté qu'on se trouve. Soit on est du côté métropolitain, soit on est du côté outre-mer. Il y a du côté de l'outre-mer un véritable attachement à la France parce qu'il y a un certain nombre de valeurs d'humanisme qui se retrouvent partout. Égalité, fraternité, liberté, ce sont des choses qui nous parlent à la communauté humaine sur n'importe quel point du globe. Ce n'est pas parce que certains ont vu leur liberté opprimée qu'ils n'aspirent pas forcément à des libertés. Et donc il y a ça. Et puis il y a surtout ce rêve ou cette promesse qui nous a été faite par la République de dire qu'effectivement il y a cette égalité. Et donc pour venir à chaque fois poser la question, alors qu'on nous a toujours enseigné sur les bancs de la fac que la République est indivisible et que nous appartenons à une nation parce que nous acceptons de partager quelque chose, d'hériter quelque chose en commun, de le porter et de le partager. On se fait presque plus français républicain quand on est dans les Outre-mer que dans l'Hexagone. Surtout, on est surtout obligé de se justifier à chaque fois. Or, les gens qui ont fait la France, entre autres, mais je prendrai dans la France, je dirais, moderne, De Gaulle et les autres, ils vous disent la France ne serait pas la France si elle n'était pas ouverte au monde. La France ne serait pas la France, une grande puissance, ainsi de suite. Donc c'est tout ça, finalement, qui nous interpelle à chaque fois. Et croyez-moi, quand on vient de l'outre-mer, on est heurté. On a eu le président Macron qui nous a dit, j'aurais fini là, et qui nous dit, la France, c'est un archipel. Donnons un corps. Archipel, mais elle s'ignore. Voilà. Donc donnons un corps à cet archipel. Faisons en sorte que les liens qui nous unissent, ma collègue et moi, soient quelque chose de réel. Vous, donc, vous lancez la fête de la mer et des littoraux, là, et dans cette fête, les Outre-mer, ça représente quoi exactement? Les Outre-mer ont toute leur place. Là aussi, pourquoi on pose la question? La fête de la mer et des littoraux, si on parle de la mer et des littoraux aussi, de la richesse des océans, la richesse de la chance que nous avons d'être la deuxième ZEE, zone économique exclusive, c'est bien grâce aux Outre-mer. Ne l'oublions jamais, sinon le reportage nous le montrait tout à l'heure, je ne sais plus à quelle place nous serions, mais voilà, très loin derrière. Donc cette fête de la mer et des littoraux, pourquoi je l'ai lancée? Simplement en partant du constat qu'au niveau maritime, les Français sont assez mal renseignés. En tout cas, ils ne connaissent pas très bien ce milieu. Voilà, et partir du constat en disant que les Français naissent de mer inconnue. Alors, sur l'Hexagone, c'est une évidence.
En Outre-mer, peut-être moins. L'idée, c'est effectivement d'une belle fête de cohésion en mettant en avant les Outre-mer. Et il y a une trentaine, je crois, d'événements pendant ces 3 jours, donc du 28 au 30 juin, sur nos territoires ultramarins, Saint-Pierre-et-Miquelon, ne les oublions pas non plus, voilà. La Guadeloupe, la Martinique, la Polynésie. Tout le monde a joué le jeu, donc voilà, ça, tout de suite, les Outre-mer ont répondu présent. Et donc, Sophie Panonac, vous lancerez cette fête depuis le bassin d'Arcachon, votre circonscription? Alors, je lancerai cette fête demain sur la Seine. C'est pour dire que aussi la mer, c'est partout et ça doit être intégré au niveau des territoires. Donc, sur Paris, avec la SNSM, nous descendrons la Seine en paddle. Olivier Archambault, président de la Société des explorateurs et géographe. Les Outre-mer, vu de l'étranger, est-ce que c'est un peu la France déjà? Alors, je reviendrai sur ce qu'on vient de dire. La première chose, c'est que la méconnaissance du peuple français sur la mer en général et les Outre-mer en particulier est, sans mauvais jeu de mots, absolument abyssale. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on assiste aujourd'hui dans ces espaces marins à une transformation même de la structure de cet espace territorial. C'est-à-dire que depuis une dizaine d'années, on voit bien que dans le monde entier, il se passe une véritable territorialisation des littoraux, de la mer, et notamment là où il y a des plateaux continentaux, un peu moins quand il y a des grands formés. Et on voit partout dans le monde une territorialisation de cette mer, une organisation de cet espace, comme si aujourd'hui, par une démographie galopante mondiale, par ça, on a besoin de se réapproprier la mer, qui devient non plus un espace marin, mais un espace quasi terrestre dans l'occupation à la fois économique, sociale et culturelle. On intègre la mer dans la géographie des pays? Non, bien sûr. Quasi, avec les zones économiques, ça c'est très important, et exclusives, et également parce qu'il y a tout un pan entier de l'économie, voire des pans entiers de l'économie, l'énergie, tout ce qui est même plus tard habitat, colonisation des espaces pour les cultures maritimes, etc. On a là un nouvel espace qui s'ouvre et il serait bien important que la mer soit maintenant une priorité politique, elle n'a pas été depuis une bonne vingtaine d'années, et qu'on s'y mette maintenant. Alors justement, la politique maritime, on va y revenir dans un instant. J'aimerais qu'on revienne sur ce terme dont vous avez presque tous employé, la méconnaissance. C'est justement quelque chose qui agace pas mal le Letchi Amer, ce blogueur réunionnais à l'humour décapant. Regardez cet extrait de l'une de ses vidéos. Elle est consacrée justement au rôle des Outre-mer. Étant moi-même un habitant d'un de ces confettis de l'empire colonial français, j'ai du mal à être objectif, puisque grosso modo, on remet en cause mon existence au sein de la République. Est-ce qu'on a déjà par exemple remis en cause l'intérêt du département de la Nièvre? La Nièvre quoi, le département dont on n'entend jamais parler, on sait même pas s'il existe vraiment. Alors à quoi sert l'outre-mer? On va tenter de répondre à cette question au Roland nauséabond d'anciens colonisateurs qui, après avoir exploité la richesse d'un territoire, souhaitent s'en débarrasser sans procès. Déjà, petite précision, on a beau nous mettre à chaque fois dans le même panier, il faut savoir que les territoires français d'outre-mer ne se connaissent pas vraiment, tout simplement parce que nous sommes éloignés les uns des autres. Alors ce genre de phrase, tu es réunionnais, c'est cool, j'étais en Martinique une fois, c'est très joli là-bas. C'est comme si je disais, tu viens de Marseille, c'est cool, j'étais à Strasbourg une fois, c'est une très jolie région. France Zobda, Mansour Kamardine, est-ce que ça vous parle, ce genre d'anecdote, de méconnaissance? Ah mais c'est évident qu'on a parlé, et le reportage nous montre bien, il a raison, il y a une méconnaissance de la métropole européenne, de la France européenne sur les Outre-mer, mais il y a aussi des méconnaissances entre les Outre-mer, entre elles. Et donc, il y a sans doute des choses importantes à faire, des initiatives à prendre pour que nous nous connaissions, et peut-être comme ça, on sera beaucoup plus fort, et peut-être on pourra peser et se faire entendre. Parce que tout est autour des questions politiques. Quand vous pesez epsilon sur l'échiquier politique, eh bien, vous avez du mal à vous faire entendre. Et c'est pour ça qu'on parle des Outre-mer et qu'il y a peut-être un intérêt un peu plus spontané des territoires ultramarins les uns envers les autres, plutôt que l'intérêt pour le Martiniquais, du Martiniquais pour le Réunionnais est plus fort que du Savoyard pour le Réunionnais. Et d'ailleurs, il y a une difficulté, je crois, je suis confus, mais il faut le dire aussi, des inquiétudes sur, par exemple, la suppression de France O. C'est un terrain où nous nous retrouvons. Mais peut-être demain, la suppression de France 3. Et donc, on voit bien que les territoires, plus on avance, parce que la France est confrontée à des difficultés budgétaires, financières, qui sont réelles, qu'on ne peut pas ignorer, on a tendance toujours à se rétrécir.
au lieu de s'ouvrir. On parlait de la mer. La mer est une chance extraordinaire, insolente pour les pays qui en ont, pour les nations qui en ont. Parce que demain, les richesses sont dans les fonds, dans les fonds marins. Et donc la France aurait tout à gagner en s'appropriant sa mer et en essayant de développer des activités de toutes sortes pour s'enrichir. Et voilà. Olivier Archambault, justement, la France, avec ses zones économiques exclusives, sa surface maritime de 11,5 millions de kilomètres carrés, sa ZEE, est-ce qu'on sait quoi en faire exactement ? Alors, beaucoup d'études ont été menées sur ces affaires-là, des énergies thermiques marines en passant par les réserves de pêche ou la préservation des littoraux, des espèces, tout ça on sait. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas encore compris, à mon sens, que les investissements que l'on ferait là seraient bien plus profitables que dans d'autres endroits. Il faudrait savoir les placer au bon endroit. Et les Outre-mer, parce que les Outre-mer, ça ne veut pas dire grand-chose. Parce que chaque Outre-mer a sa spécificité économique, culturelle, etc. On le sait parfaitement. Et les politiques seraient bien inspirés, encore une fois, de regarder chaque Outre-mer et quelles absolument choses positives ils peuvent en tirer dans le développement français au moment où justement on essaye de chercher de nouvelles problématiques pour sortir du marasme économique. Et là, au lieu de se dire ça coûte, non, c'est un investissement utile dans des milieux différents et inconnus ou peu connus des industriels français ou de ceux qui veulent investir. Et la grosse erreur serait de ne pas penser dans ces nouveaux plans pour une nouvelle richesse de la France, de doter ces perles qui se mettent autour du monde. On dit que la France serait le deuxième détenteur de métaux rares, de terres rares, ce qui permettrait de concurrencer la Chine et de se faire nos propres batteries, nos propres téléphones. Alors il y a plusieurs aspects à ça. Il y a l'aspect économique pur, où sont les ressources. Vous savez comme moi que la ressource n'est exploitable que lorsque le cours permet des recherches qui parfois en mer sont plus chères qu'ailleurs. Et donc on a... On rentabilise la recherche. Voilà, c'est ça. Mais on a aussi là une énorme capacité d'exploration. Là je parle en tant que président de la Société des explorateurs, où on a sur ces zones des choses véritablement nouvelles à découvrir, au même titre que les biologistes travaillent sur les grandes forêts du monde. Sur les Outre-mer, on a là, si on y mettait les moyens, il faut en parler au Muséum d'Histoire Naturelle, il faut en parler au CNRS, voilà, des grandes agences de recherche, il faut mettre le paquet là-dessus parce qu'il y a là des gisements très importants économiques via la recherche. Aujourd'hui, ça sert à quoi d'être la deuxième puissance maritime au monde? Alors pour l'heure, j'allais dire, c'est un peu provocateur, mais pour l'heure, pas grand-chose si on n'en fait rien. Et il y a un autre problème, mais ça je crois que nos amis politiques ici présents le savent parfaitement, c'est que pour contrôler un territoire, il faut en avoir les moyens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons quand même un très grand déficit de contrôle de ces espaces et on doit faire attention car c'est une ressource recherchée et on ferait bien de faire attention. Oui. Sophie Panonac, justement, la ZEE autour de la Gironde, la zone économique est-ce qu'elle est vraiment exploitée? Est-ce qu'il y a encore des nouveautés à découvrir? Alors pardon, je vais rebondir sur deux petites choses. Tout d'abord, France Eau. Vous aurez mon soutien pour effectivement qu'on conserve France Eau, parce que vous avez raison, je crois que c'est au cœur même des territoires que l'on peut faire passer des messages. Donc, en tout cas, je suis favorable à ce que France Eau continue à diffuser des programmes fort intéressants et des émissions telles que celle-ci. C'est une petite parenthèse. Concernant effectivement les métaux rares, vous parlez de gisements et c'est très important. Je crois que c'est une richesse pour la France, mais attention, là encore, j'alerte sur le fait qu'il ne faudra pas faire n'importe quoi. Il ne faut pas, tous les excès qui ont eu lieu sur Terre, il ne va pas falloir les renouveler en mer. Il va falloir être extrêmement vigilant. On est en train de préparer une loi économie circulaire et j'ai rencontré d'ailleurs Greenpeace il y a quelques jours qui me disait attention, métaux rares, on peut utiliser déjà ce qui existe en valorisant par exemple les portables et essayer de récupérer un maximum pour ne pas exploiter à tort et à travers des gisements. Le capital économique maritime français, il est absolument énorme. On est quand même confronté à un problème, c'est la formation au métier de la mer. On a un problème sur l'Hexagone qui est moindre, on va dire, que sur les territoires ultramarins. Il faut former nos jeunes au métier de la mer. Des métiers, c'est un vrai gisement économique pour nos territoires. Lycée de la mer, aujourd'hui, il n'y en a pas. Le ministre Blanquer a annoncé sur l'île des Saintes la création du premier lycée de la mer.
qui verra... Là, en décembre à La Réunion. Voilà, très, très prochainement. Ça ne suffit pas, il faut aller plus loin encore. C'est un début et c'est extrêmement important. C'est un très bon début. Je pense que la volonté du gouvernement est celle-ci, aller plus loin dans la formation des jeunes gens à ces métiers de la mer. Alors, France Zobda, les métiers de la mer à exploiter. Si les Outre-mer étaient une évidence pour les métropolitains, la question ne se poserait pas, il y aurait moins de difficultés. Qu'est-ce qu'il faut faire pour rendre ces territoires plus évidents, plus présents dans le quotidien hexagonal? Alors moi, je dirais que si je reprends un peu mon univers, je pense qu'on a besoin de plus d'images. On a besoin de voir, on a besoin de comprendre que sont et qui sont les Outre-mer. Si je prends le domaine dans lequel je gravite, je pense qu'on a besoin de passerelles aussi déjà entre nous. Donc vous parliez tout à l'heure de France O, je rebondis aussi parce que c'est un sujet extrêmement épineux et important. C'est-à-dire on parle d'intégration, d'intégrer donc les programmes ultramarins, tout ce qui touche à l'outre-mer dans France Télévisions, le groupe France Télévisions, mais est-ce que c'est visible vraiment? Est-ce que ce ne sont pas des programmes qu'on verra à 23h, minuit, 1h du matin? Ce sont des programmes qu'on a envie de voir comme les autres programmes et je pense que nous avons besoin de ça parce que, comme vous disiez, entre ultramarins déjà, on se connaît peu. Donc on avait un lieu commun, on avait un endroit où on pouvait se voir, s'identifier, se retrouver, se connaître, parce qu'on se méconnaît effectivement. J'ai eu la chance de faire des passerelles, parce que moi j'ai tourné dans pratiquement tous les Outre-mer, de Mayotte à La Réunion et bientôt en Guyane, Martinique, Guadeloupe. Je pense qu'on a quelque chose à explorer et je pense qu'au niveau de la mer, il faut quand même qu'on soit conscient qu'il faut développer tout ce qui est autour de la mer parce que la mer, c'est quand même notre fleuron. C'est numéro 1, c'est un capital exceptionnel. C'est un endroit où on a la liberté, puisque la mer, c'est quand même la liberté. Et je pense que nous avons besoin d'une visibilité et d'une compréhension, qu'on fasse de la pédagogie pratiquement pour expliquer à quel point cette mer est importante, développer ne serait-ce que tout le capital maritime. Nous avons des embouteillages incroyables en Outre-mer, mais on pourrait développer les navettes fluviales, on pourrait développer ce transport maritime et tout ça. Et je pense que nous avons besoin d'être connus à travers aussi, puisqu'on nous appelle les Outre-mer. Alors on va revenir dans quelques instants sur toute cette richesse. J'aimerais qu'on fasse ensemble une petite pause musicale, une mini-pause, avec un extrait d'un titre qui a connu un joli succès en Nouvelle-Calédonie. C'est un titre du groupe calédonien Gouré de Gelée. Il est sorti en 2001 et à chaque crise sociale, il y a certaines phrases qui reviennent comme celle-ci. Écoutez. Voilà, c'est la France qui paye, une chanson du groupe calédonien Gouré de Gelée. Mansour Kamardine, quand on vous dit que Mayotte coûte cher, vous répondez quoi à ça? C'est très difficile. D'abord, je suis frustré parce qu'on a le sentiment ou l'impression de faire des comptes de clocher. Alors qu'on ne pose jamais cette question, par exemple, dire combien coûte Marseille, combien coûte Paris à la République. Alors que les Mahorais, comme les Antillais, partout, sur l'ensemble du territoire national, tout le monde paye ses impôts. Ils versent dans le pot commun, puis ensuite l'État pour répartir de manière à ce que les territoires puissent développer. Et donc cette question est frustrante. Et moi, voyez-vous, j'aurais pu aligner ici un certain nombre d'actes qui montrent qu'en fait l'outre-mer ne vient pas les mains libres. Je prends un seul exemple. Quand on signe, par exemple, quand l'Europe signe des contrats de pêche avec un certain nombre d'armateurs, c'est parce que ces territoires-là, ça se passe sur nos territoires, ce sont des territoires qui sont français, n'importe, ainsi de suite. Quelle serait la sécurité des Français si on n'avait pas les grands oreilles à Mayotte, par exemple? Donc, ne faisons pas des comptes d'épiciers et d'apothicaires. Regardons ce qui nous rassemble et faisons en sorte que nous soyons plus forts, plus puissants. Regardons ce que fait la Chine. Pendant très longtemps, on a regardé la Chine comme ça avec beaucoup de mépris en disant que c'était un pays qui était très arriéré. Aujourd'hui, la Chine menace le monde entier. Il menace, comment il s'appelle, Trump.
Et on parle de guerre commerciale entre la Chine et... Pour l'instant, c'est que commercial. Oui, mais quand même. Et donc, je crois que la question, elle ne se pose pas de cette manière-là. La Chine, elle fait la route du Rhum. C'est-à-dire que la Chine, elle est cloisonnée dans son continent. Elle essaie de s'ouvrir et d'aller sur les territoires où les Français sont. Et les Français fuient les territoires où les autres viennent. Il y a quelque chose, enfin, je sais pas, il y a quelque chose, moi, philosophiquement parlant, au regard de notre comportement franco-français, moi, qui m'étonne. On va revenir. Sophie Panonac, est-ce que vous, à l'échelle de la Gironde, en tant que députée, vous avez chiffré ce que la région donnait à la collectivité nationale? Et est-ce que vous vous êtes dit à un moment, on donne plus qu'on ne reçoit? Non, je ne me suis pas posé la question. Non. Vous avez raison. Donc pourquoi on se la poserait pour les territoires ultramarins? Bien évidemment, la réponse est claire. On va s'arrêter un instant sur les réactions qu'on a sur ce sujet du débat. On a invité les internautes à réagir sur notre page Facebook. Et on retrouve souvent cette idée que la France se sert, s'enrichit par ses outre-mer, avec souvent l'exemple des essais nucléaires en Polynésie, de l'or et du domaine spatial en Guyane. Donc d'un côté, la France se sert tout en appauvrissant ces territoires, en les laissant à l'abandon. Est-ce que vous partagez ce sentiment, France Zobda, par exemple? C'est vraiment chaque fois compliqué parce que, effectivement, on a dans tous ces territoires des richesses. On a l'impression qu'il n'y a pas de... Ces richesses sont là, les métropolitains viennent, les observent, mais il n'y a pas assez de travail commun. C'est-à-dire qu'on ne profite pas de ces richesses-là ensemble. On a l'impression qu'ils viennent prendre quelque chose, qu'ils repartent avec. Mais ce qui serait bien, c'est que dans l'endroit, dans le lieu même, dans le département, le territoire, qu'on puisse en faire quelque chose ensemble en commun. Que ce soit l'or de Guyane, que ce soit tout ce qui se passe en Polynésie ou même à Mayotte. On a l'impression qu'il n'y a rien, mais Mayotte, c'est un des plus grands lagons du monde. Il y a une richesse marine, il y a des fonds marins exceptionnels. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'exploitation, d'exploration ensemble pour dire qu'est-ce qu'on peut faire dans ces territoires pour s'enrichir ensemble. C'est qu'est-ce que je peux prendre pour reporter là-bas et qu'est-ce que je peux en faire. Et on a l'impression effectivement d'assister, nous, à une forme de dépouillement ou à assister simplement à oui, mais se dénuder. On a l'impression d'être dénudé, d'être pillé quelque part, alors dépossédé de quelque chose, alors que ça nous appartient à nous ensemble. Donc il faudrait effectivement repenser, je pense, cette échelle de valeur et ne pas avoir de complexe ni de supériorité ni d'infériorité. C'est-à-dire qu'on est ensemble. Et Olivier Archambault, Mansour Kamardine parlait tout à l'heure de la stratégie du collier de perles de la Chine, qui consiste à s'implanter un peu partout pour assurer sa route. Pour contrer cela, le président Emmanuel Macron a évoqué la constitution d'un axe indo-pacifique, en s'appuyant notamment sur Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la Réunion, Wallis et Futuna, Tahiti. Est-ce que c'est plausible? Est-ce que ça peut être solide? Alors oui, bien sûr, c'est plausible, mais le problème, ce sont les moyens. Si vous voulez, on a d'un côté une chance extraordinaire, qui sont ces lieux sur le globe terrestre qui sont bien définis, qui sont a priori français, n'est-ce pas, et qui vont le demeurer. Et on a les Chinois ou d'autres, toutes les puissances du monde veulent faire ça aujourd'hui parce que justement ils s'aperçoivent que la mer est un nouveau territoire et que donc il est extrêmement important d'avoir des bases un petit peu partout. Avant on appelait ça des comptoirs, après on a appelé ça des colonies, après maintenant on appelle ça des colliers de perles pour les Chinois ou pour d'autres. Mais nous on a la chance d'avoir une certaine cohésion malgré tout et on a la chance d'avoir ces points. Si nous, on ne s'en sert pas, alors, excusez-moi, mais on est vraiment passé à côté de quelque chose. Et j'en reviens à la question de tout à l'heure, on a quand même un problème de caricature. C'est-à-dire quand vous dites les belles plages, là, en Guyane, on prend l'or et on a le spatial, est-ce qu'on pose la question à Toulouse, est-ce que Airbus, enfin je veux dire, c'est exactement la même chose. Moi je pense qu'il faut vraiment refonder cette politique française sur les Outre-mer et sur la mer. Et il est quand même absolument étonnant, mais ça viendra peut-être, qu'on n'ait pas aujourd'hui, alors qu'on est la deuxième puissance maritime du monde, un ministère de la mer.
Oh non, on c'est pourra le pas. ministère Un de la ministère transition de- écologique qui s'en charge. Enfin, Non, mais il s'en charge. Il a ça, Ce n'est il a pas les la même transports. chose. Enfin, Ce ne sont pas du tout les mêmes problématiques. Il faut une politique en tant que telle. On est la deuxième puissance maritime du monde et on ne le marque pas politiquement. C'est absolument pas possible, même d'un point de vue géopolitique. Et ça revient sur votre question. Si on avait au moins une volonté politique affirmée, que ce soit de droite, de gauche, du milieu, c'est pas la question, mais affirmée en disant la France considère comme fondamental cet espace. D'abord, on serait beaucoup plus respecté sur les territoires en question. Et ensuite, peut-être qu'on trouverait des alliances pour justement la surveillance, des alliances plus marquées dans le Pacifique notamment, dans le sud de l'Asie du Sud-Est, pour marquer notre puissance comme une puissance maritime. Voilà. Sophie Panonac, il a été question à un moment d'un ministère de la mer et des Outre-mer, tout rassemblé. Alors, juste une précision, souhaitable. je suis tout à fait d'accord sur le fait de l'importance de l'existence d'un ministère de la mer. J'ai été co-rapporteur de l'évaluation de la loi économie bleue en décembre 2017, donc j'ai rendu ce rapport. Et effectivement, c'était une de mes propositions, de créer un ministère de la mer. Voilà. Vu effectivement, je le redis, le potentiel économique maritime, à la fois pour l'Hexagone et pour les Outre-mer. Je crois qu'il ne faut pas dissocier les deux, là encore. Hein. Il faut vraiment rester... Et donc on met les Outre-mer avec. Mais bien sûr. Un ministère de la mer et des Outre-mer. Oui. On ne fait même pas la différence. On fait un ministère de la mer pour l'ensemble de notre territoire. Si vous refaites encore cette différence, ça veut dire qu'il y en a une. Il n'y en a pas. Oui, soyons cohérents avec ce que l'on veut dire, ce que l'on dit depuis tout à l'heure. Il ne doit pas y en avoir. Si vous le précisez, ça veut dire ça crée. Voilà. Je voudrais aussi revenir, si vous permettez, sur justement, il ne faut pas non plus tomber dans le panneau inverse. On ne peut pas d'un côté dire que nous sommes tous pareils, nous devons être pareils, nous devons aller ensemble, et de l'autre dire, mais les Français viennent nous piller. Je crois qu'il faut, là aussi, ce qu'il faut effectivement, et je suis tout à fait d'accord avec vous dans ce que vous dites, c'est faire en sorte que le développement se fait non pas par juste un transfert ou un transit de moyens, mais vraiment des... Je vais vous couper, monsieur Okawara. Il nous reste très peu de temps. Vous venez tous d'évoquer la richesse des territoires d'outre-mer, richesse culturelle, économique, etc. Cette richesse, on la retrouve dans notre quotidien à tous parce que les outre-mer sont bien plus présents qu'on ne le croit dans notre vie de tous les jours. William, vous nous en avez apporté la preuve par quelques exemples. Regardez. 16 800 km pour relier Paris et la Nouvelle-Calédonie, 9 400 pour La Réunion, 4 300 pour Saint-Pierre-et-Miquelon, pourtant la collectivité ultramarine la plus proche. On est toujours très loin de l'Hexagone et pourtant, les Outre-mer sont souvent beaucoup plus présents dans votre quotidien que vous ne l'imaginez. L'hiver est passé et pour soigner votre rhume, vous avez sans doute eu recours au goménol, une huile essentielle tirée du niaouli, un arbre endémique de la Nouvelle-Calédonie qui a aussi la vertu de résister aux incendies. C'est un pharmacien métropolitain qui l'a découverte à la fin du 19e siècle. Elle porte ce nom, goménol, comme une appellation géographique, car c'est auprès d'une tribu de Calagomène, au nord de l'île, que le pharmacien a appris les vertus antiseptiques de cette essence. Et puisque nous sommes en Nouvelle-Calédonie, souvenez-vous que si la petite cuillère de votre café brille autant, il y a de grandes chances pour que cela soit grâce au nickel du caillou. La Nouvelle-Calédonie recèlerait un quart des réserves mondiales. Restons en Océanie, direction la Polynésie, paradis sur Terre depuis les découvertes de Samuel Wallis, Bougainville et du capitaine Cook. On n'y fait pas n'importe quoi quand même dans les sociétés polynésiennes. Il y a des interdits, des tabous passés dans le vocabulaire français courant. Je vous invite à un débat sans tabou. Les chefs détenaient leur pouvoir des dieux. Les dieux étaient sacrés, donc les chefs étaient sacrés. Et tout ce que les chefs pouvaient toucher était également sacré. Et tapu, c'est le mot tahitien, c'est tout un réseau d'interdits qui permet de corréler la hiérarchie entre le profane et le sacré. Retour en cuisine pour une douceur que vous devez à la Réunion cette fois. Nous sommes au 19e siècle sur ce que l'on appelle encore l'île Bourbon. Un esclave de Sainte-Suzanne a trouvé le moyen de forcer la fécondation de la vanille. Edmond Albus n'avait que 12 ans lorsqu'il pratiqua la toute première pollinisation artificielle. Bon, c'est vrai, c'était un peu par hasard. Il a écrasé la fleur, donc pour faire du mal à son maître. Mais heureusement, il a fécondé la vanille.
Et c'est ainsi que naquit la toujours très fameuse vanille Bourbon. Et si au dessert, vous mangez de l'ananas plutôt que de la pomme de sapin, traduction littérale de l'anglais pineapple, eh bien c'est grâce aux Amérindiens du sud de la Guyane, Teco ou Wayampi. Ananas, c'est du tupi-guarani. Ça vient du mot nana, et le mot nana veut dire sucré, savoureux, ce qui va très bien pour ce fruit délicieux qu'on déguste partout dans le monde. Et on doit aussi au Teco et au Wayampi le mot piranha pour ce poisson carnivore qui sévit en Amérique du Sud. Bon, on en consomme moins souvent que de l'ananas, c'est vrai. En tout cas, pensez-y, les Outre-mer sont partout, tout le temps. Voilà, des richesses culturelles, gastronomiques, richesses économiques également. Une réserve absolument incroyable de biodiversité. Sophie Panonac, comment on peut tirer profit localement de tous ces atouts tout en les préservant? Alors tirer profit, c'est... J'aime pas le terme, déjà. Je trouve que c'est assez négatif au niveau de la connotation. Bénéficier? Bénéficier, valoriser. Voilà, valoriser, c'est... comment? Il faut effectivement donner les moyens au développement de l'activité locale. C'est extrêmement important. On a parlé de l'ananas, donc des cultures, mais également la pêche. Comment effectivement développer l'activité pêche sur les territoires ultramarins. Il faut leur apporter des moyens. Il ne s'agit pas d'aller piller les ressources, comme vous le disiez, et de les récupérer pour le territoire, certainement pas. Valoriser les ressources locales, les exploiter sur place et exportation, oui ou non, je ne sais pas si nécessaire, pas forcément dans tous les cas. Donc, je pense par exemple à la Guyane avec sa forêt amazonienne qui est le poumon de la planète. On sait aussi qu'il y a de l'or en Guyane. Est-ce qu'il faut renoncer à certaines exploitations au bénéfice de la biodiversité? Alors si vous voulez me parler de la montagne d'or, oui, il faut renoncer à cette exploitation. Il n'y a pas que la montagne d'or, mais c'est un exemple. Mais en tout cas, ce projet-là, c'est évident pour moi. Je m'y suis opposée à plusieurs reprises, donc voilà, le sujet n'est même pas à aborder. Et bien évidemment, la biodiversité est à préserver. Il y a, je crois, 1000 espèces en voie de disparition qui font partie des territoires. Donc la problématique, elle est là. Elle n'est pas à se demander où est l'or à extraire, mais quelle biodiversité à protéger. Mansour Kamardine, député de Mayotte, est-ce que Mayotte a les moyens de se développer toute seule? Est-ce qu'elle a des richesses à exploiter Sans doute que Mayotte pourrait se développer toute seule, mais Mayotte n'est pas toute seule. Mayotte fait partie intégrante de la France. Donc Mayotte peut se développer à l'intérieur de la France. Et pour revenir rapidement sur 2 ou 3 sujets, la question de ce qui a pu être dit ici. L'outre-mer, pour que les choses se passent bien, on a besoin de confiance mutuelle, de confiance partagée. Je prends un exemple. Actuellement, Mayotte est à la une avec la naissance du volcan. Nous avons parmi les excellents géographes que la France peut connaître, nous en avons à Mayotte. Il est mis à l'écart des études qui se font. Ce n'est pas normal. Pourquoi on ne l'associe pas au programme de recherche? C'est un enrichissement. Et c'est une confiance qu'on crée. Donc ce sont des choses comme ça, ces frustrations-là, qui font que, outre-mer, on a toujours ce sentiment qu'on n'est pas totalement français, on n'est pas totalement reconnu, alors que nous avons des gens qui ont réussi des études. Donc dire que l'outre-mer est une chance pour la France, ce n'est pas un vrai mot. Vraiment, dans tous les aspects du terme. Eh ben justement, ça va être le dernier chapitre qu'on va aborder assez abruptement. À quoi sert la France dans les Outre-mer? De votre point de vue, France Zobda, à quoi sert la France en Martinique, en Guyane, à Saint-Pierre-et-Miquelon? À quoi sert la Martinique à la France? Je pense que c'est un échange. Nous sommes partie intégrante de la France. Donc la France et les Antilles, les Outre-mer sont ensemble. Donc on ne peut pas les désolidariser. Et je pense que nous avons tout à gagner à travailler ensemble parce que autant la France nous apporte, autant nous apportons à la France. Quand je dis la France, c'est-à-dire la métropole. Parce qu'effectivement, nous faisons l'Hexagone, parce que nous faisons partie de cette France. Donc je pense que nous apportons une richesse, mais que la France nous apporte quelque chose. La métropole nous a apporté culturellement, économiquement. Nous avons choisi aussi
d'embrasser cette culture, cette identité. Et je pense que nous devons aujourd'hui reconnaître simplement que nous sommes citoyens français, nous en avons des droits, les droits, et donc c'est à nous de faire un échange. Nous avons des droits, des devoirs, des obligations, et nous respecter mutuellement. Je pense que, quand vous parliez tout à l'heure de ça, je pense qu'il faut qu'on se respecte et qu'il n'y ait pas de complexe, ni de supériorité ni d'un côté ni de l'autre, que nous ayons une reconnaissance, une gratitude aussi de ce que nous sommes. Nous faisons des études, nous avons aussi de temps en temps envie qu'il y ait une reconnaissance de ce que nous sommes et que nous ne soyons pas obligés soit de partir, soit d'avoir l'impression qu'on va chercher des gens qui font la même chose que nous pour nous remplacer, parce que nous connaissons aussi bien nos territoires. Donc je pense que nous avons quelque chose à apporter, et la métropole nous apporte quelque chose. C'est vraiment un échange. Vous vouliez réagir, je crois. Oui, c'est une des grandes particularités de la centralité exacerbée. C'est la même chose qui se passe déjà entre Paris et la province française. Et là, on arrive à une sorte de paradoxe qui fait que plus on est loin, moins on est pris en considération. Ça marche aussi comme ça. Et alors, moi, ce qui m'a toujours frappé en voyageant dans l'ensemble des Outre-mer, c'est qu'on ne fait absolument pas cas des choses extraordinaires qui se passent au niveau culturel dans la manière de résoudre les problèmes sociaux, par exemple. On peut avoir, je pense à Mayotte, il y a les bangas que vous connaissez, des choses comme ça, des systèmes de gestion des jeunes qui existent depuis la nuit des temps, qu'on balaye d'un revers de manche parce qu'on apporte notre système de développement urbain sur un lieu qui est complètement différent et qui a ses propres richesses, sans écouter ce qui se passe. On essaie de mettre des barres HLM dans... Par exemple, autre chose, maintenant c'est un peu plus sophistiqué, mais ça revient au même, c'est toujours une imposition des choses, alors que nous, on a fait des grosses bêtises en métropole, on sait qu'on a fait des bêtises, on continue à exporter ces modèles sans avoir la moindre écoute pour ce qui se fait. C'est quand même assez hallucinant. Alors qu'on devrait, d'un point de vue culturel, d'un échange, prendre ce qu'il y a de bien partout, y compris en métropole ou y compris ailleurs, et de faire, non pas transposer, mais d'étudier au moins, de donner la chance. Nous avons en fait besoin d'une France des conquêtes. Renouer avec les grandes conquêtes qui ont fait la fierté de la France. Et ça manque. Et quand je parle de conquête, prenons l'exemple, tout à l'heure avec Sophie, nous parlions par exemple des grands ports maritimes. Nous avons à Mayotte, vous l'avez dit dans un de vos reportages, Mayotte placardée à l'entrée nord du Mozambique, dans le canal de Mozambique, en face, en vis-à-vis avec le Mozambique, où on va exploiter des champs extraordinaire de gaz. Si on développait le port de Longoni et qu'on faisait un grand port maritime, mais vous plaisantez, nous continuons à nous recroqueviller sur nous-mêmes, eh bien on aurait là la capacité d'être un tête de pont pour nos entreprises pour aller conquérir ces parts de marché et enrichir l'ensemble de la communauté nationale. Eh bien non, on se renferme sur nous-mêmes pour des raisons qu'on ignore à chaque fois en faisant des calculs des petits sous. Sophie Panonac, vous aimeriez que la France se regarde un peu plus depuis ses Outre-mer ? Mais je crois que la richesse de la France, c'est aussi la spécificité des Outre-mer. Il s'agit de faire de faire bloc, tout en conservant la spécificité de chacun. Et l'enrichissement doit être absolument réciproque. Ce sera donc le mot de la fin. Merci à vous. Donc France Zobda, Sophie Panonac, Mansour Kamardine, Olivier Archambault, pour nous avoir éclairé sur l'importance des Outre-mer, sur leur richesse. On était déjà quand même un peu convaincu au départ. Merci, oui, mais on est quand même sur François. Merci beaucoup, William. Merci à vous de nous avoir suivis. Cette journée spéciale Cœur Outre-mer, elle continue sur François avec à 20h30 votre magazine Histoire. Et ce thème ce soir, les Outre-mer au cœur de l'histoire de France. Demain, Info Soir sera tout en images. Très bonne soirée à tous. À bientôt.